BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Nous revoici toujours en direct 60 minutes business avec vous tous les jours de midi à 13h sur BFM Business. Alors je vous disais, on va redire un petit mot de ce conflit entre LVMH et Tiffany qui continue de dégénérer puisque c'est l'agence Bloomberg qui nous annonce aujourd'hui qu'LVMH vient à son tour de porter plainte contre le joaillier américain qui avait lui porté plainte devant la justice du Delaware aux États-Unis il y a quelques jours, accusant LVMH de ne pas respecter ses engagements, donc en renonçant, vous le savez, à le racheter. On va en parler quelques minutes au téléphone avec Edouard Vels qui est avocat associé du cabinet de conseil Bignon-Lebray. Bonjour Edouard Vels. Bonjour. Oui, bonjour Guillaume. Bonjour, merci d'être avec nous quelques minutes. Je vais vous poser une question en vous demandant de ne pas être très technique, mais ça je pense qu'il n'y aura pas de souci. Mais je vais pas vous demander évidemment quelle sera l'issue du procès qui aura lieu dans cette affaire le 5 janvier prochain, mais au vu des éléments, des arguments mis sur la table par chacun des acteurs, est-ce que vous vous dites le rapport de force pourrait peser en faveur de l'un ou de l'autre finalement, Edouard Vels? Comment est-ce que vous voyez ça, vous? Oui, j'ai plutôt tendance à penser que le rapport de force penche du côté de Tiffany. C'est vrai que la posture d'LVMH est assez agressive. On sait que Bernard Arnault est un très fin négociateur et il utilise probablement ces événements comme un levier de négociation. Ce qui est sûr, c'est que il faudra rentrer dans le corps de l'accord pour voir effectivement qui a raison et est-ce que LVMH peut légitimement se soustraire à ses obligations. Mais c'est vrai que, en tout cas, sur la posture qui a été adoptée par LVMH, c'est relativement surprenant. On a un peu le sentiment que des bords ont été tirés depuis mars dernier, avec différents arguments avancés, parfois de façon un peu désordonnée, jusqu'à cette lettre dernièrement en date, cette missive du Quai d'Orsay qui vient un peu soutenir et peut-être sauver le groupe LVMH, mais je pense vraiment que ce sera insuffisant. C'est-à-dire qu'en l'état des choses, vous pensez que Tiffany a les moyens de faire valoir le fait que LVMH n'a pas respecté ses engagements? Pour vous, l'argumentaire de Tiffany va tenir la route. Pour quelle raison, Edouard, en quelques mots, finalement? Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en novembre 2019, donc quand cet accord de fusion, ce merger agreement a été signé, ce type d'accord suppose en réalité la réalisation de différentes conditions, qui sont souvent des conditions techniques, et la réalisation ne dépend plus de la volonté des parties. Elle dépend vraiment de la volonté ou en tout cas d'autorisation de tiers, et notamment sur le sujet des décisions antitrust, et notamment de la Commission européenne et d'autres, mais effectivement tout ce qui est contrôle des concentrations. Et dans ce dossier, Tiffany met en avant qu'LVMH aurait un peu traîné les pieds pour déposer volontairement et tardivement son dossier devant la Commission européenne, de sorte à ce que l'autorisation ne soit finalement pas obtenue dans les délais impartis. Je rappelle que cette opération devait réalisé dans un délai maximum d'un an, donc au plus tard le 24 novembre 2020, donc qui arrive très vite. Alors, la vraie question, c'est l'argument d'LVMH, c'est en application du contrat. Comment? La pandémie, évidemment. Alors la pandémie, il y a d'abord eu le conflit social aux États-Unis, il y a eu la pandémie. La vraie question juridiquement, et sans faire de technique, mais ça c'est demander à un juriste bien des choses, mais la vraie question c'est est-ce que cet événement de pandémie constitue un événement significatif défavorable, ce qu'on appelle aux États-Unis les clauses MAC, pour Material Adverse Change ou Material Adverse Effect. Est-ce que cet événement constitue un événement significativement défavorable qui permettrait à LVMH de sortir de cette opération? Et là, il faudra rentrer dans les petites lignes du contrat, mais c'est vrai que pour ce que j'en connais, j'ai pas accès à ce dossier avec toutes les largeurs nécessaires pour en juger, mais effectivement, il y a un certain nombre d'événements qui ont été exclus, notamment les guerres, les attentats terroristes, les cyberattaques, l'escalade d'hostilité, notamment par rapport aux protestations à Hong Kong, voire des gilets jaunes. Tout ça a été prévu. Mais il semblerait que le cas de la pandémie n'ait pas été expressément exclu, et donc c'est naturellement un des premiers arguments qui va servir aux avocats du groupe LVMH. C'est d'ailleurs assez surprenant que cet événement n'ait pas été prévu, parce que c'est quand même, les épidémies, pandémies sont des événements qui deviennent de plus en plus courants, comme vous le savez. Et puis, quand ils ont conclu cet accord en novembre 2020,
la pandémie Covid-19 avait déjà émergé, puisque elle est survenue à Wuhan en mi-novembre. Donc je dirais pas plus que les médecins, les avocats n'ont pas compris à ce moment-là l'ampleur du sujet. Mais c'est vrai que c'est surprenant que ce n'ait pas été intégré comme un événement MAC. Bataille d'arguments en tout cas qui va battre son plein d'ici janvier prochain. Le 5 janvier prochain, effectivement, date programmée de ce procès entre LVMH et Tiffany. Merci beaucoup Edouard Vels, merci.